Salut à tous, c'est mercredi, il fait beau, c'est le 13h30. Comment vas-tu, Julien? Ben, ça va pas mal et toi-même? Ça va bien. Alors, il fait beau, ce n'est pas une information à prendre à la légère parce que ça veut dire qu'il y a du soleil dans mon bureau et que le chat, du coup, veut rentrer pour jouer avec le soleil. Donc voilà, à tout moment, le chat peut arriver et peut intervenir en guest star sur ce 13h30 qui est pourtant dédié à autre chose que mon chat. C'est Native AOT et c'est Mais tu lui Julien as qui pas va nous encore en appris parler. .NET à ton chat? Non, 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 je lui ai appris Crocknet. .NET, c'est pas mal, c'est Cette pas mal. blague vous est offerte par NeoSSDI. Oui, Je suis pas sûr que NeoSSD il assume cela. Julien Chéritas, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu dans notre S30, dis donc. Ben oui, des fois on est occupé, des fois on a des clients, des fois. La Voilà. dernière fois, tu avec les cheveux courts, c'est dire. Hein, non, je crois pas. Hein. Non. Je crois qu'il y a erreur sur la personne. Ok, Native AOT, tu vas pouvoir nous en parler dans un futur très proche puisque Ouais, c'est bon, on est sur c'est le, maintenant. ouais, on est sur le bon overlay. Ok. Native OT, c'est quoi l'idée derrière? C'est-à-dire que c'est pas une idée super neuve, mais c'est l'implémentation qu'on a faite par Microsoft qui est un peu innovante. C'est-à-dire que classiquement, un des intérêts de .NET, c'était que on partait d'un code de haut niveau avec un langage qu'on aime bien. Donc, il y en a Mhm. qui aimaient bien VB.NET à une époque, même si c'est un peu Moi. passé de mode. Mais maintenant, c'est surtout C Sharp et pour certains F Sharp. C'est compilé dans un langage intermédiaire qui ressemble à de l'assembleur pour une machine à pile. Mhm. Ce langage intermédiaire, c'est ça qui est packagé dans nos assemblies, nos fameuses DLL.NET, et c'est ça qui est exécuté par le runtime. Donc le runtime, lui, il a tout un contexte, tout plein d'assemblis, des références à du code natif aussi pour certains éléments, et il va interpréter tout ça, faire tourner tout ça dans sa machine, et pour faire tourner tout ça, il ne va pas interpréter chaque instruction, il va traduire ça au fur et à mesure via ce qui s'appelle un just-in-time compiler, un JIT, en code binaire qui est exécuté directement par le CPU. Donc, ça a des avantages, ces techniques-là, c'est-à-dire que bah, tu envoies des assemblies qui peuvent être riches en code, qui ont toutes les fonctionnalités, qui peuvent être relativement compactes, même s'il y a des limites à ça. Et tu peux en générer, au fur et à mesure de l'exécution, un code qui est assez performant, assez bien tuné pour ce que tu exécutes dans ton code. Mhm. Donc ça, c'est les avantages du JIT. Mais l'inconvénient, bah, c'est que tu es obligé d'envoyer tout pour qu'il puisse gérer tous les cas possibles. Et il y a quand même cette phase de compilation intermédiaire bah, qui peut prendre un petit peu de temps. Donc, notamment au démarrage de l'application ou à certaines phases de l'application, ça peut être un petit peu critique et ça peut être gênant. Donc, l'idée derrière AOT, c'est qu'au lieu que ce soit le runtime qui gère cette traduction en code binaire, en instruction assembleur, c'est fait en amont par un compilateur AOT Mhm. qui est inclus dans le SDK.NET, avec quelques restrictions que je reviens tout de suite, et ce qui va générer en amont du code binaire, mais du coup, on va perdre en fonctionnalité parce que il va faire quelques hypothèses sur comment va retourner ton code, et du coup, ben, il fera des choses un poil moins performantes des fois, mais surtout, il va avoir des packages binaires beaucoup plus réduits et qui vont tourner Mhm. directement sur le CPU sans avoir à trimballer le runtime, etc. Et Bon, ça, c'est à j'y partir de reviens à tout ça. quelle version de Ponnet? Alors, ça a été introduit. Alors, c'est des technologies qui avaient existé sous d'autres formes auparavant, avec Mono notamment. Mhm. La vraie version native AOT supportée par Microsoft et très optimisée, c'est depuis en gros .NET 7 que c'est vraiment viable. Il y avait eu quelques prémices dans .NET 6. Et dans .NET 8, c'est là qu'ils en font vraiment la publicité et qu'ils commencent à Mhm. dire regardez dedans. Mais ils disent pas encore d'aller en production avec et on verra pourquoi. Ok. Donc, l'idée de faire ça, c'est, je l'ai dit, ça a des avantages derrière. On a moins de dépendance, c'est-à-dire que globalement, bah, on peut livrer un package qui fonctionne sur à peu près toutes les machines. Il y a quelques possibilités d'avoir encore quelques dépendances. Dans la démo, j'essaierai de vous montrer un exemple. Mhm. Mais on peut s'en passer. Voilà.
Du coup, on a des binaires qui sont facilement distribuables parce qu'on a un binaire qui contient tout le runtime, etc., et qu'on peut déposer sur un serveur et ça va fonctionner, ou sur une machine et ça va fonctionner. Du coup, des binaires qui sont beaucoup plus petits parce qu'on ne met que ce qui sert vraiment à faire fonctionner l'appli. Des démarrages plus rapides, ça Ouais. sera l'objet d'une démo, et moins de mémoire utilisée. Alors l'idée derrière le démarrage plus rapide, moi, il y a 2 use cases que je vois. Celui où j'arrive à faire une démo bien, c'est sur les applications console, parce que quand on va faire tourner Mhm. plein de fois une petite application console, ben, on va Ouais. bien observer que ça démarre plus vite. Et l'autre, l'idée, c'est quand on fait du serverless, que le package qu'on déploie sur un serveur, alors ça dépend sur un conteneur ou sur une VM et tout, démarre plus vite. Mais ça, très honnêtement, moi, j'ai pas réussi à mesurer la différence sur les Ouais. tentatives que j'ai fait. Le problème, c'est qu'il faut arriver à avoir, par exemple, une fonction Azure qui est froide, qui n'est pas démarrée, et la démarrer Mhm. pour tester. Et du coup, c'est pas évident de tester le cas. Et aussi, les gains qu'on a, c'est quelques centaines de millisecondes, c'est pas toujours évident à Mhm. voir. Un autre avantage, c'est moins de mémoire utilisée. C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a moins de métadonnées sur les types, sur les exécutions, sur la réflexion à gérer, ben, du coup, il peut utiliser moins de mémoire au runtime. Ok. Beaucoup Pour d'avantages, en commencer tout cas. à... Pardon? Beaucoup d'avantages que tu nous as montré. Il y a pas mal d'avantages, mais on viendra un peu sur les défauts après. Mhm. Ok. Un des premiers trucs, c'est qu'on compile du code natif. Donc il y a des étapes intermédiaires et c'est pas intégré dans .NET. On est obligé d'utiliser des outils de compilation native. Et du coup, si on est sous Windows, va falloir installer les outils de développement pour C++. Et si on est sur Linux, va falloir installer le compilateur Clang et quelques librairies. Donc voilà, il y a des choses à installer pour pouvoir profiter de ça quand on veut démarrer un projet Native AOT. Après, c'est assez simple. Il suffit normalement de définir une propriété de compilation qui s'appelle publish AOT. On la met à true. Quand on fait le publish, c'est une bonne pratique de préciser la plateforme qu'on veut viser, Ouais. parce que là, du coup, on va compiler pour un processeur particulier, Hmm. pour un OS Oui, particulier. bah oui, puisque là, on n'est plus le just in time, on n'est plus. Alors, Voilà, maintenant, où est-ce ça que je marche plus suis? sur toutes les Quel est le plateformes. Voilà. contexte? Voilà. Donc on est obligé de lui dire quel binaire générer. Et du coup, ben, alors il y a possibilité apparemment, quand on est sur Windows, de générer et pour du x86 et pour du ARM sur la même machine, ou quand on est sur Linux, pareil. Pour l'instant, ils n'ont pas encore de possibilité de cross-compiler, de dire je vais générer un binaire pour Linux ou Windows ou pour Hmm. Windows ou Linux. Et sur macOS, c'est pas encore trop supporté de ce que j'ai compris. Bon, bah, qui utilise ça? Euh, Malheureusement, beaucoup de gens. Euh, Moi, le premier par moment. L'autre possibilité, c'est au lieu de préciser ça dans notre CS proche, dans un property group, on peut le passer aussi au moment de la compilation en disant qu'on va faire de la publication Hmm. ahead of Ok. time. On peut même utiliser des fichiers .publish profile qui permettent de gérer aussi ce genre d'informations. Dans la démo, je vous montrerai qu'on a aussi des nouveaux templates par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce qu'ils font pour que notre package il ait tout ce dont il a besoin pour s'exécuter? La première chose qu'il fait, c'est qu'il embarque le runtime. Donc, il va embarquer tout ce qui est gestion des types, tout ce qui est allocation de mémoire, tout ce qui est garbage collection Mhm. et toutes ces fonctionnalités-là. Il va faire du trimming. Donc, ce qui est important, ce qui est un point important et qui est une des grosses limitations d'ailleurs, et qui limite beaucoup la compatibilité de Native AOT, c'est que donc tous les types qui ne sont pas explicitement référencés dans notre code, ils sont éliminés. Et du coup, si on a des bibliothèques qui utilisent beaucoup la généricité, beaucoup la réflexion, typiquement un outil de sérialisation JSON ou des choses comme ça, bah, ça marche plus. Et donc, il y a des contournements, mais c'est pas simple. Euh, L'autre chose qu'ils vont faire, c'est d'utiliser des défauts qui sont plus restreints. Et typiquement, dans le template de Web API, on va voir qu'ils ont créé un nouvel initialisateur d'application web qui est plus simple, qui offre moins de fonctionnalités. Ça leur permet
d'éliminer quelques fonctionnalités qui sont compliquées à gérer, et aussi d'avoir un binaire qui est beaucoup plus petit parce que tu références pas des fonctionnalités qui servent une fois tous les 36 du mois. Mhm. Derrière, ils vont faire au maximum de la liaison statique, c'est-à-dire que, en gros, tout ce qui est une dépendance externe, ils essayent de l'intégrer dans le binaire de base. Alors, si on a des dépendances natives qui sont des DLL, ça, il ne pourra pas les intégrer. Mais s'il y a des dépendances natives qui sont des librairies qui sont linkables dans notre binaire, sur lesquelles on peut faire de la liaison statique et donc intégrer le code natif dans notre exe, il le fera. Il intègre des limitations sur la réflexion. Typiquement, on pourra faire de la réflexion sur des types qu'on a référencés explicitement, mais par contre, si on essaye d'aller scanner tous les types d'une assembly, il va nous jeter, il va nous faire une erreur, parce qu'il n'aura pas intégré toutes les métadonnées de ces types-là. Ton erreur, elle est à la compilation ou elle est au runtime? Runtime plutôt. Non, elle est au runtime. Alors, il y a des options pour lui dire, si on appelle la méthode, tu vas pas planter. Il y a des options pour dire, intègre quand même les métadonnées de tel ou tel type. Il y a des choses comme ça. Mais il y a aussi une option qu'ils sont en train d'envisager, qui est de supprimer complètement la réflexion. Donc, on sent qu'ils se cherchent encore un peu. Ils se cherchent encore un peu sur le truc. Ouais. Mais pour éliminer la réflexion, et donc pour améliorer aussi le support du trimming, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent des générateurs de code source et des intercepteurs. Un générateur de code source, on en avait parlé une fois, je crois, chez toi. En gros, c'est un code qui va s'exécuter au moment de la compilation, qui va récupérer le code qu'on est en train de compiler et qui va pouvoir générer du code. Et typiquement, ça peut remplacer la réflexion parce que ce générateur, il peut aller voir tout ce qui se passe en autre type et cracher le code qui correspond. Et donc, typiquement, pour la sérialisation, c'est ce qu'ils vont nous proposer pour remplacer la sérialisation par réflexion. Et ils utilisent aussi des intercepteurs qui sont très violents, qui sont je vois que tu utilises telle méthode à tel endroit, et à tel endroit, tu vas remplacer cet appel de méthode par un autre appel de méthode. Et ça leur permet de prendre du code qui est existant et de le faire tourner sur la plateforme Native AOT sans modification. La limite de ça, c'est que ça doit être fait à la compilation quand même. Donc, tu ne peux pas juste déposer une bibliothèque et que ça gère ce genre d'interception, ce genre de génération de code. Il faut quand même que tu aies des références explicites à ça dans ton code. Donc, démo. Attention, démo. J'appuie sur le bouton de la démo. De la démo. Donc, ça, on s'en fiche un peu, c'est juste un script. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai démarré un projet console tout bête, et je me suis dit, je vais quand même lui faire quelque chose ce projet, je ne vais pas lui faire cracher juste Hello World. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère le fichier qu'on passe en argument, donc le argument length ici. Donc, je récupère un fichier, je l'ouvre, je vais le lire. Et au fur et à mesure que je le lis, je fais un XOR sur chaque byte, et comme ça me permet d'avoir fait un traitement sans que voilà, histoire d'avoir fait quelque chose et pas juste avoir une application qui s'ouvre et qui fait rien, quoi. Donc ça va me permettre de montrer que tu as des performances qui peuvent être meilleures ou moins bonnes. Donc ça, c'est un projet classique. Je n'ai rien dit de particulier, c'est du .NET 8, voilà. Juste, j'ai fait différents publish profiles. Un publish profile normal où je compile en release. Un publish profile où je compile en ahead of time. Donc là, je lui ai dit, tu publies en tant que AOT. Je lui rajoute quelques options. Ça permet de limiter le nombre de symboles qui sont embarqués dans le package, on s'en fiche un peu ici. Ça, c'est des choses qui nous permettent de préciser que tu vas bien trimer le truc. Normalement, ce n'est pas nécessaire pour AOT, mais pour d'autres options, c'est là aussi. Et pour comparer, j'ai aussi la publication sous la forme d'un package.NET, mais sous un seul fichier, et sous la forme d'un package.NET sous un seul fichier, trimé, donc qui fait un peu le même processus, qui enlève toutes les dépendances qui ne sont pas explicitement référencées. Et là, j'ai un dernier truc, c'est le ready to run. Ready to run, c'est en gros ce qui précédait Native AOT, c'est-à-dire qu'il pré-compilait le code binaire, mais le code IL est toujours là, le runtime est toujours là, juste c'est censé démarrer un peu plus vite. Donc, on va faire un petit test. J'ai un petit script
j'ai un petit script sur builder, bon, passons, on ne va pas rebuilder. J'ai surtout un petit script pour faire tourner ce programme-là sur les différentes versions de publication. Et je lui dis sur quoi je veux le faire tourner. Donc, je me suis fait un petit fichier de 200 mégas et je vais faire tourner mon petit programme en AOT d'abord, puis alors je sais plus, single file, ready to run, etc., etc. Et il va me dire à chaque fois, bon là, c'est juste que ça dépasse un peu, c'est dommage. Voilà. Il me dit combien de temps ça prend au total. Donc là, j'ai pris un gros fichier. En head of time, ça m'a pris 6 secondes. Attends, parce que là, tu es pas placé du bon Ah côté. oui, je suis désolé. Je suis du Non, mauvais non, côté. c'est moi. Je vais déplacer ta caméra, bouge pas. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Hop là. Tu vas aller tout là-bas. Viens, toi, tout là-bas. Sinon, je déplace ma console. Hein. Non, non, c'est moi. C'est bon, vas-y, tu peux y aller. Donc là, on voit qu'en head of time, ça a pris 6 secondes et demie. En ready to run, ça a été le plus rapide, je pense, ça a pris 5 secondes 5. En single file, ça a pris 6 secondes. En single file trimé, 5 secondes 4. Et juste en faisant tourner .NET, 5 secondes 8. Donc on voit que c'est comparable. Juste en AOT, ben, tu sens qu'il y a quelques optimisations en moins parce que c'est quand même plus lent. Donc j'ai pris un gros fichier, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Par contre, si je m'amuse à faire la même chose, mais au lieu de le faire sur un seul gros fichier, je le fais sur plein de petits fichiers. Donc, qu'est-ce que j'avais pris l'autre fois? J'avais pris /bin, /out, tous les fichiers, voilà. Et non, c'était pas ça. Il me dit qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, parce que je suis sous Linux, donc. Oui, qui est sous Linux. Ah, j'ai mis /. Oh, c'est pas possible. Voilà. Donc là, au lieu de prendre un gros fichier, il prend plein de petits fichiers. Donc je vois qu'en AOT, il met 2 secondes 16 de temps utilisateur et surtout 3 secondes 3 au total. Et pendant la même durée, il a rien fait en ready to run parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Là, tu vois, il a mis 19 secondes 6 pour faire le même traitement qu'en AOT, j'avais mis 3 secondes 3. Donc, c'est là qu'on voit qu'il démarre beaucoup plus vite, en fait. Il démarre 6 fois plus vite, quasiment. C'est quand même pas mal, quand même. Ben oui, c'est pas mal. Donc, en gros, j'avais fait des calculs, mais en gros, ça démarre en 50 millisecondes au lieu de 200 millisecondes, quoi, ou 150 millisecondes. Enfin bon, on gagne un temps qui n'est pas négligeable, et si tu fais de manière très répétée, ben, ça fait des différences qui peuvent être assez considérables. Et là, ben, c'est un exemple comme ça. J'avais des cas, bon, je vais arrêter parce que c'est vraiment trop long. J'avais des cas où je me prenais un peu moins de fichiers. Je ne sais pas si je prends les fichiers qui sont juste là. Je pense que c'est plus rapide. Ah non, bah non, ouais, je suis con. Si je prends ce qu'il y a dans Properties, tiens. Properties. Wish Profile étoile, voilà. Là, c'est. Est-ce qu'on voit la différence? Oui, bah, c'est pareil. Tu vois, là, ça a mis 0,02 secondes et là, ça a mis 400 millisecondes. Quoi. Donc, enfin, 22 millisecondes, 400 millisecondes. Donc, bon, on a des différences qui sont pas négligeables. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? C'est à peu près tout sur la partie console. S'il y a une chose que je voulais montrer sur la partie console, parce que ça se voyait bien, c'est que là, j'ai pas mis l'option static executable. Et si je vais aller regarder du coup s'il y a des dépendances dynamiques qui sont liées à mon fichier binaire, donc là, je vais aller directement chercher AOT .NET 8, Linux, Publish, NAOT. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais être sous Linux, parce que c'est facile de montrer ce genre de truc. On voit qu'il y a des dépendances dynamiques. Si j'active cette option-là pour dire tu me fais un exécutable statique, alors il faut juste que je retrouve la commande pour Publish. Publish, non, c'est pas ça. Non, bon. Le plus simple, c'est que j'aille chercher directement dans build et que j'utilise. Tu me prends que AOT. Voilà. /build. C'est pas très très long. Alors, le build, par contre, il est quand même plus long de la compilation native. C'est normal.
Parce que tu as plusieurs étapes, la compilation native, c'est toujours plus long et tout et tout. Bon, là, ça reste relativement raisonnable. Par contre, on a encore pas mal de warnings. Et là, je vois que j'ai un exécutable qui est statically linked. Donc ça, tu peux le déposer sur un serveur, il va tourner. Aucun problème. Voilà. Maintenant, on va passer sur la partie plus de Web API, parce que sur Web API, il y a des choses intéressantes. Bon, alors, j'ai juste fait un slide pour dire qu'on passait à la démo Web API. Ah merde. Retour démo. On repart sur la démo. Voilà. Donc là, j'ai fait. Il y a un nouveau template. Ah oui, si je voulais montrer quand même le nouveau template. Quand on lance, hop, on va agrandir. Voilà. Dans les templates, .NET, on a un nouveau template qui s'appelle Web API AOT, en un seul mot. Et donc, il va vous créer une nouvelle Web API qui est Ahead of Time. Donc là, si j'ouvre .NET Code, non, Visual Studio Code, faut pas que je dise n'importe quoi. Démo AOT. On va voir quelques différences par rapport à un projet classique. Voilà. CSproj, déjà dans le CSproj, on voit qu'il m'a mis automatiquement Publish AOT. Et dans le programme.cs, on voit quoi? On voit déjà, au lieu d'avoir un create builder, on a un create slim builder. Pourquoi ils nous mettent un create slim builder? C'est parce que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a moins de fonctionnalités dedans. Les fonctionnalités qu'il enlève, c'est gestion du HTTPS, parce qu'il considère que la plupart du temps, tu vas être derrière un reverse proxy, la gestion de HTTP 3, parce que pareil, c'est la même raison. Certaines fonctionnalités, alors je sais plus, j'ai noté tout ça désolé, je vais juste trouver les références, parce que je l'ai noté dans une note. Il a noté. Pour Create Slim Builder, voilà. Sauf que, évidemment, il ne me met pas le lien. Ah, le salaud. Oui. On n'est pas aidé. Hein. Non, on n'est pas aidé. Mais ça, je voulais vous le montrer quand même. Oui, montre-nous. C'est quand même super intéressant. Voilà. Et donc, normalement, alors je sais pas pourquoi il va pas à la balise, hein, c'est les joies de... Si tu ne vas pas à la balise ira La à toi. balise viendra à toi, exactement. Donc, il te dit que tu as un Create Slim Builder. Et donc, l'idée de ce Create Slim Builder, c'est que il enlève certaines fonctionnalités, notamment gestion de l'event log, parce que c'est souvent pas utilisé, les static assets, l'intégration avec 2IS, etc., etc. Plein de petites choses qui sont en standard dans le Create Builder et qui ne sont pas dans le Slim Builder. Ça lui permet de générer des assemblées qui sont plus slim. La plupart de ces trucs, on peut les réajouter si on veut, mais voilà, ils ne sont pas là dans le template de base, du coup. Donc voilà, il y a une autre chose qui va t'ajouter, c'est la configuration du JSON en te mettant explicitement un type info resolver chain. Pourquoi il te fait ça? Parce que derrière, il fait de la génération de code pour tout ce qui est la sérialisation. Donc là, on voit qu'il a créé une classe qui est toute vide. Pourquoi il a créé cette classe qui est toute vide? Parce que derrière, il utilise de la génération de code pour la sérialisation de JSON. Donc, tu lui dis, je veux rendre sérialisable ce type-là. Il va te créer le sérialiseur. Et normalement, si je vais à la définition de ce truc, je vais voir qu'il m'a généré une classe qui va contenir, évidemment, j'y ai pas accès. Alors, je l'avais fait sur un autre projet, donc je vais tricher, je vais changer de projet. Et là, normalement, je ne devrais pas avoir de problème pour aller à la définition cette fois, parce que il doit l'avoir. Non, pareil. Alors, c'est pas grave, je l'ai normalement dans... J'ai trop de choses ouvertes, je suis désolé. Hop, c'est pas ici, c'est ici. Dans Obj, Release Generated. Et là, je vois qu'il y a de la génération de code, et je vois qu'il m'a généré un sérialiseur pour le type to-do, un sérialiseur pour le type string, un sérialiseur pour le read to-do, pour le date only, etc., etc. Donc, il génère tout ce code-là. Donc, du coup, il n'a pas besoin d'utiliser la sérialisation. Et du coup, il peut nous l'embarquer dans notre native AOT. Ce qu'il fait d'autre dans le même genre, c'est qu'il ne te le dit pas, mais les mapget, il te les remplace par d'autres choses. Donc, si je vais à la alors, je ne sais pas si je peux aller à la définition. Si je peux aller à la définition, mais ce n'est pas la bonne. On va retourner sur l'autre projet aussi, et on va voir que ici, il a fait ce qu'il appelle des
Alors, c'est Binding Extension ou non? C'est pas dans Binding Extension, c'est dans Generate Route Builder Extension. Et là, on voit qu'il y a du code qui a été généré. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, c'est ce que je te disais, dans mon programme.cs, à la ligne 48, colonne 10, il remplace mapget par son implémentation de mapget qui est générée à Ouais. la compilation. Mhm. Donc tous ces trucs-là, ça lui permet de faire tourner du code qui n'est pas prévu pour tourner en native AOT dans du native AOT. Du coup, maintenant, si je lance, si je publie tout ça, alors publish, est-ce que je l'ai? Non. Voilà. Si je publie tout ça en release en lui précisant que j'ai pas besoin de... Hop. Si je publie tout ça en release, il va me créer mon package native AOT. Voilà, native AOT. Si je vais dans le répertoire publish ici, et en fait, je me retrouve avec mon binaire comme tout à l'heure. Et si je si je lance mon binaire, hop, il va changer par rapport. Alors, ça va fonctionner. Voilà, je vais avoir Mhm. mon. Oui, bon, j'ai un 404 parce qu'il ne va pas directement vers tout 12, mais si je vais vers tout 12 directement, ça fonctionne bien, c'est rapide et tout et tout. Mhm. Mais il n'y a pas de différence fondamentale avec le fonctionnement de la même API quand tu es, en compilé. La différence principale que tu vas voir, alors je ne sais plus sur quel éditeur j'étais évidemment, c'est celui-là, c'est que j'arrête, je lance, c'est quasiment immédiat en fait. Mhm. Là, ça me paraît un peu plus lent que ce que dans mes tests, mais c'est vraiment plus rapide que quand tu essaies de lancer la même chose via .NET. Ouais. Si je prends juste le release, bin release.net, voilà, comme ça met plus de temps. Bon, là, c'est pas flagrant, mais moi, j'avais des expériences vraiment. C'est peut-être parce qu'en même temps, il y a la capture et tout, mais vraiment, j'avais des Ouais. expériences, c'était instantané, quoi. Tu lances le truc, c'est instantané. Voilà. Maintenant, quand tu déploies tout ça sur une VM, euh, en général, tu as plus de durée par rapport au temps de démarrage de la VM, au temps de récupérer ton package. Si tu es sur Docker, pareil, récupérer le package et tout, que le temps de démarrage propre. N'empêche, si je retourne, alors si je regarde quelle taille fait ce fichier-là, Mhm. alors ls v mon fichier, il fait 60. Bon, c'est pas le bon alors. Là, oui, ça c'est la version .NET. Donc la version .NET, tu es obligé d'envoyer le runtime, les dépendances, Mhm. les autres DLS du système et tout, ça prend de la place. Si je prends la version qui est publiée en native AOT, ça doit être celle-ci normalement. Et c'est pour ça que c'est pas la bonne, c'est peut-être pour ça que ça ne démarrerait pas comme je voulais. Attends. Ah oui, ok, non, publish. Voilà. Alors je vais bien. Non, c'est Human, c'est pas G. Voilà. Je vois qu'il fait 21 mégas. 21 mégas pour un Mhm. package d'applications qui fait tout ce qu'il fait et tout, c'est tout petit. Si tu fais la même chose en single file avec le framework .NET, tu vas être plutôt proche de 100 mégas. Ah oui. Donc ça te Oui. permet de générer des packages Docker qui sont relativement petits. Slim. J'avais fait l'expérience avec Docker Ouais. de générer donc un Docker avec ce projet-là en disant tu me fais tout en bibliothèque statique et tu me le publies et tout et tout. Et donc je me suis retrouvé avec une image qui, pour ceux qui parlent un peu Docker, fait que 68 mégas. Donc c'est un gros progrès par rapport. Alors oui, on ne voit peut-être pas bien avec la caméra, mais voilà, 68 mégas pour cette image-là. 68 mégas pour une image Docker, franchement, c'est pas grand-chose. Là, Mhm. j'ai des produits à côté, là, tu vois, j'ai 400 MB, j'ai 800 Ouais, MB ouais. et tout. C'est vraiment pas grand-chose. Donc ça peut déjà te permettre au moins de démarrer des conteneurs plus rapidement, etc. Ok. À titre de comparaison, là, j'ai pas tous les cas de fichiers. Si je retourne sur la version console, j'avais compilé pour toutes les cibles et là, on voyait un petit peu tout ce que ça donnait un peu. Donc, si je prends toutes les versions publiées, ici, ls. Hop,
Voilà. On va voir que la version de mon appli console en native AOT simple, elle fait 2 mégas 8. La version en ready to run, c'est pas la bonne parce que il faut prendre la DLL pour ready to run, sinon c'est pas juste. En ready to run, bon, il y a un problème, faut que je cherche. Il n'a pas dû bien compiler en ready to run, c'est pas possible. Bon, passons. En single file, je suis à 64 mégas. En single file trimmed, donc qui fait une partie des étapes que fait Native AOT, je suis à 13 mégas. Donc voilà, c'est ce genre d'ordre de grandeur. Alors que si je suis juste sur la DLL en elle-même, la DLL.NET, c'est vrai que je suis qu'à 8K, mais je suis obligé d'envoyer tout le reste aussi. Oui. Ça m'intrigue juste un tout petit peu ce qu'il y a là-dedans, parce que du coup, en ready to run, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il t'envoie quand même pas mal de trucs à côté. C'est pour ça que la DLL en elle-même n'est pas trop grosse. Petite. Voilà, il n'y a que vraiment le code binaire de ton assembly, ce qui n'est pas grand-chose. Mon code, il n'est pas très long. Mais il y a toutes les autres dépendances qui sont juste à côté. Donc voilà, produit sympa, mais qui a ses limitations. Je vais juste faire la dernière slide, histoire de conclure. Faisons la dernière slide. Voilà, je dépasse un peu, j'ai pas entendu le coucou, mais bon. Il vient de sonner, il vient de sonner. Alors, il faut que je change d'écran, désolé. Voilà. Donc, c'est super intéressant, c'est un vrai changement de paradigme, c'est un vrai bel outil, mais malheureusement, il y a encore pas mal de boulot à prévoir. Et quand on lit les articles un peu détaillés là-dessus, notamment sur tout ce qui est problématique de trimming, ils en sont à imaginer qu'ils vont peut-être faire des bibliothèques de fichiers XML pour aider le trimmer, parce qu'il a du mal à trouver tout ce dont il a besoin. Il y a aussi que la plupart des bibliothèques un peu puissantes ne sont pas compatibles. Genre typiquement Dapper commence tout juste à avoir une version AOT qui est encore en bêta. EF Core, on n'en parle pas. C'est pas du tout compatible. WinForm, ils commencent à travailler dessus. WPF, ils n'ont pas espoir de le rendre compatible. UWP, je crois qu'ils ont pas mal avancé, mais bon, voilà. Donc voilà, il y a quand même, il y a beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'ils te disent, bon, allez voir dedans, mettez les mains dedans, commencez à rendre vos bibliothèques à vous compatibles. Mais bon, sachez que c'est pas encore production ready, quoi. Et c'est ça qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a toutes ces fonctionnalités cœur qui sont pas encore disponibles et qui vont t'empêcher d'avancer. Alors pour faire des applis consoles, moi super, ça fait des applis consoles qui démarrent super vite. Pour déployer des web services, je suis pas encore tout à fait convaincu. Alors je peux que imaginer les buts de Microsoft derrière. C'est quoi? C'est très certainement dire, nous, on est dans la course à la performance, on a des applis qui démarrent vite et qui fonctionnent bien. Il y a peut-être cette idée aussi d'améliorer le partage des serveurs. Si on a des binaires qui sont plus petits, qui démarrent plus vite, on peut mettre plus d'applications sur le même serveur, plus de conteneurs, par exemple. Et du coup, dire, mais regardez, nous, ça nous permet d'être plus dans le Green IT, on utilise mieux nos ressources serveurs. Donc voilà, j'imagine que c'est un peu tout ça. Difficile de voir s'il y a d'autres choses derrière. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de Microsoft où ils veulent aller avec ça, quoi. Ok, oui, mais on sent quand même une tendance à le mettre en avant. Et ça peut... enfin, l'avenir sera avec Native AOT. Moi, je pense que ça va faire partie de l'avenir, mais peut-être pas cette année ou l'année prochaine. Ça va peut-être encore prendre son temps. Et comme je te dis, c'est bien de mettre les doigts dedans, parce que ça permet de voir beaucoup de choses sur le fonctionnement du framework, et ça permet d'avancer sur des sujets de performance, même pour soi. Mais voilà, je n'irai pas dire demain à un client, non, mais il faut tout faire en Native AOT maintenant. N'investissez pas là-dedans pour le moment. Par contre, si vous avez vos sujets à vous, où vous voyez l'intérêt de faire du Native AOT, là, ça peut être intéressant. Si vous développez des bibliothèques que vous voulez qu'elles soient utilisées demain en Native AOT, là, il faut vraiment s'y mettre, quoi. Voilà. Oui, de toute façon, c'est pas perdu, effectivement. C'est ce que tu nous as montré, sont des choses qui seront utiles dans un futur à moyen terme, certainement, mais un futur, pas un passé, ni même un présent. La semaine prochaine, dans le 1330, vous voulez savoir ce que nous aurons? Eh bien, je vais vous le dire. On aura la suite de l'épisode de gouvernance de la plateforme Power Apps. Ce sera avec Guillaume Prost, la suite est faite.
de ce petit point. Power Apps, voilà, parce qu'on aime bien Power Apps. Et après, pendant 2 semaines, on ne sera pas là parce que je serai en vacances. Et ça, c'est cool. Et si je sors en vacances, et voilà. Toi, tu pars en vacances, toi, tu n'as pas le droit. Moi aussi, je prends une semaine. Bon, ça va alors. Merci à tous les amis. Merci Julien, c'était cool. C'était cool comme d'habitude. Allez, à la prochaine. À bientôt, salut.